Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour Gaspard Dassini, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole au micro de Trajectoire au rayon X. Gaspard, tu as 46 ans, tu es radiologue interventionnel au Havre et entrepreneur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tu as fait ton internat à Paris et passé ta thèse de médecine en 2009. Après un post-internat de 4 ans à l'hôpital Beaujon et une thèse d'université, tu as pris le large pour l'ouest de la France, proche de la mer, toi qui es marin à tes heures perdues. Au milieu des années 2010, tu commences à t'intéresser à l'intelligence artificielle, alors à ses balbutiements, et tu t'immerges à fond dans ce domaine jusqu'à cofonder la start-up Incepto en 2018, dont tu es aujourd'hui le directeur médical. Une carrière entre la médecine et l'entrepreneuriat, entre la pratique très concrète de la radiologie interventionnelle et l'IA, que tu souhaites déployer à grande échelle. C'est ce parcours singulier que tu vas nous raconter aujourd'hui. Merci beaucoup Gaspard. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quel environnement tu as grandi ? Est-ce que tu viens d'une famille de médecins, d'entrepreneurs ou pas du tout ? Alors oui et non. J'ai grandi à Paris, dans une famille avec un père médecin, mais un père psychiatre, qui a vraiment fait la médecine pour faire de la psychiatrie, donc pas intéressé par la médecine somatique, et c'est le seul médecin de la famille, donc il n'y a pas de dynastie familiale, mais par contre il y a un modèle familial paternel, et puis pour l'entrepreneuriat j'avais un grand-père entrepreneur, même deux grands-pères, parce qu'il y en a un qui était ingénieur architecte mais qui a passé beaucoup de temps à refaire des maisons et à voyager, donc avec quelque chose d'un petit peu comme ça déambulatoire, et en même temps dans une entreprise personnelle de sa vie assez libre, et puis un autre plus dans l'entrepreneuriat classique, on va dire. Et puis j'ai un frère aîné entrepreneur aussi, qui a toujours fait ça, qui est un personnage important pour moi aussi. Donc voilà, pas mal d'entrepreneurs, un petit peu de médecine, mais pas de dynastie médicale à l'horizon. Et est-ce que tu as toujours voulu être médecin ou c'est venu au cours de... Alors non, c'est une très bonne question. Moi, c'est quelque chose qui s'est déterminé assez tard. J'ai voulu faire médecine en terminale. J'étais comme beaucoup d'enfants, j'imagine comme beaucoup d'enfants, moi j'aimais beaucoup les sciences. J'étais assez fasciné par les sciences. J'étais assez bon en maths, en physique, j'aimais bien ça. J'aimais bien la science-fiction aussi, donc voilà, je lisais beaucoup de littérature, un peu geek. Alors, j'étais pas le geek de la famille, pareil. C'est mon frère aîné qui lui nous a amené les premières consoles de jeux, les Atari ST, les TO7, pour ceux qui se souviennent du début de l'informatique des années 80. Et donc moi je regardais ça avec les yeux du petit frère. Par contre j'aimais bien la science-fiction, j'aimais bien la science. J'étais très mauvais en orthographe aussi, j'étais totalement dysorthographique, donc ça m'allait bien aussi d'avoir un des domaines où j'étais un peu plus à l'aise. Et c'est à la fin c'est en terminale où je me suis dit tiens, mais j'aime beaucoup les mathématiques, mais j'aime aussi beaucoup je suis assez fasciné par les gens, par l'empathie, par l'interaction humaine singulière. Et donc où est-ce que je peux faire et de la science et avoir une interaction humaine qui a du sens. Eh bien, donc, essayons médecine. Ça avait l'air de combiner les deux, absolument. Ok, merci papa. Et alors plus tard, comment ça s'est joué pour toi le choix de la radiologie ? T'as fait tes études de médecine à Paris ? Absolument. J'ai fait mes études de médecine à Paris. Je connaissais pas bien la radiologie, comme souvent les externes. J'étais à la Pitié-Salpêtrière. Okay. J'ai quand même eu des cours de radiologie par le professeur Cabanis, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la radiologie parisienne. Mais bon, c'était un professeur d'université au fond d'un amphithéâtre qu'on était quand même s'il nous avait fait visiter les 15-20 à l'époque, je crois que c'est ça, ou en tout cas son service de radiologie très en pointe qui était dans ce quartier-là. Non, je connaissais pas bien la radiologie. Moi, j'ai fait de la réanimation comme début d'internat. C'était encore des maquettes où on pouvait faire plusieurs choses. Spécialité médicale à Paris. J'ai fait de la réanimation. J'ai trouvé ça passionnant, mais je voulais pas vraiment faire ça tout le temps. J'ai fait de la gastro-entérologie. J'aimais beaucoup la sémiologie visuelle. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui passe par l'image qui m'a toujours plu. J'ai fait de l'endoscopie.
À un moment, je me suis demandé si j'allais pas faire de la dermatologie, parce qu'à la Pitié-Salpêtrière, j'étais passé en médecine interne dermatologie, donc avec des maladies très rares, très compliquées, dans le service Piette, Godot, avec un professeur qui s'appelle Camille Frances. Personnage féminin de professeur très très éminent comme ça, j'en ai eu quelques-uns dans ma carrière qui ont un impact fort. Et puis j'ai fait de la radiologie, un premier stage, et je suis tombé dedans. Je dois dire qu'il y a quelque chose qui marchait bien là-dedans. Premier stage lors de l'internat. Stage lors de l'internat, voilà. Mon deuxième trimestre, en fait mon premier trimestre c'était de la réa, mon deuxième trimestre c'était de la radio à l'Hôtel-Dieu. Mon troisième trimestre, c'était de la gastro-entérologie. Et finalement, je suis devenu radiologue digestif interventionnel. Donc, j'avais les gestes de la réanimation, le sujet de la pathologie digestive qui m'a toujours intéressé, mais j'ai choisi la radiologie. Je pense que moi, ce que j'aimais bien, c'était avoir des diagnostics qui en fait arriver à un moment assez clé du diagnostic, être dans une interaction humaine forte, mais aussi avec le challenge de créer le lien de manière rapide, parce que souvent il est rare qu'on suive les patients, qu'on ait beaucoup de temps, etc. Donc par contre, notamment à l'interventionnel, sous anesthésie locale, il faut mettre les gens en confiance rapidement, donc il faut arriver à connecter très vite. Vous avez interviewé François Sévignon il n'y a pas longtemps, qui parlait de cette triangulation entre l'échographie, le patient, le geste, l'écho, et ça et le radiologue. Ça m'a aussi beaucoup intéressé, donc je pense que tout ça a fait que je suis arrivé dans cette profession avec voilà. Et tu avais déjà un peu en tête l'aspect technique, les liens avec l'informatique, ce genre de choses, ou pas du tout? Oui, non, si, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me fascinait là-dedans, c'est qu'on rebouclait vers de la physique. Il y avait pas mal de mathématiques. Vous pouvez commencer à essayer de comprendre sans trop y arriver, mais l'IRM, lire le Kastler et les bouquins d'explications, reboucler vers la physiologie aussi, à travers de la médecine plus fonctionnelle. Et donc oui, il y avait quelque chose qui revenait là quand même. Et après, ça m'a vraiment... j'ai plongé dedans quand j'ai fait un Master 2 sur le signal et la vision par ordinateur. Là, je suis vraiment rentré dedans. Ouais, ça m'a vraiment plu, ça. Et donc le Master, tu as décidé de le faire au cours de ton internat Oui, ouais, le Master, je l'ai fait au cours de mon internat. C'était une très bonne idée. Ça, c'était grâce au professeur Valérie Villegrain, qui est un autre personnage important dans mon parcours, qui m'a proposé de faire un Master 2, comme souvent avant de prendre un poste de clinica. Et je lui ai dit, je me souviens très bien, je lui ai dit, ouais, très bien, moi je veux bien faire un Master 2, mais j'ai envie de faire une mobilité à ce moment-là. Si je fais un Master 2, c'est aussi pour aller à l'international. Elle m'a dit, pas de problème Gaspard, tu peux aller, j'ai des amis, des collaborations scientifiques, à San Francisco, à New York ou à Montréal, tu veux aller où? Eh ben Montréal, déjà c'était plus abordable pour un interne, et puis c'était tentant, j'avais un ami d'enfance qui habitait là-bas, et donc j'ai fait un Master 2 à cheval, un peu entre en fait la théorie je l'ai fait en France et la pratique je l'ai fait à Montréal pendant 9 mois. Stage à Montréal. Au CHUM, du côté francophone, chez Gilles Soulez. C'est là que j'ai rencontré un certain nombre de chercheurs avec qui je suis toujours en lien maintenant, qui sont devenus notamment des amis. Et l'analyse d'image, c'est là que tu as mis le pied dedans? Ouais, c'est là que j'ai mis le pied dedans. J'ai découvert, alors c'était pas encore le deep learning, tout ça n'existait pas, mais c'était les snakes, les level sets, les gradients de convolution, toutes ces mathématiques de l'image que j'ai adoré. Et puis ça, c'était sur la partie théorique. Et puis en pratique, à Montréal, on était dans un labo de recherche très ouvert avec des startups. Et donc on a développé par exemple un logiciel de segmentation automatique du foie en IRM pour faire de la quantification de stéatose. Mais ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2000, c'était la naissance de mon fils, de mon premier enfant, donc c'était en 2007-2008. 2007-2008, ok. Ouais. Donc déjà, un écosystème un peu start-up. Ouais, en tout cas, c'est mon premier contact avec un vrai écosystème start-up, c'était dans le labo de recherche du CHU de Montréal, où on bossait avec une start-up qui développait le logiciel. Ok. Et là-bas, les médecins prenaient part à cette activité un peu entrepreneuriale. En tout cas, il y avait une porosité des mondes beaucoup plus forte. Et après, c'était l'Amérique du Nord, les gens répondaient tout de suite au téléphone, les grands professeurs me répondaient tout de suite, je pouvais accumuler une quantité d'informations très rapidement. Il y avait quelque chose d'assez facile, d'assez excitant dans cette année de recherche. Et donc j'ai fait plein de choses, et notamment ça qui m'a pas mal ouvert les yeux sur
Sur l'entrepreneuriat peut-être, et puis sur la vision par ordinateur aussi. Et tu as poursuivi ça en thèse d'université ou c'était sur un autre sujet ensuite Non, j'ai poursuivi, non absolument, tu as raison, j'ai poursuivi en thèse d'université. En fait, j'avais fait ma thèse de médecine sur le scanner de perfusion dans les tumeurs endocrines. Et je l'avais fait pareil avec le professeur Villegrain et avec General Electric à Buc. Donc là, j'étais déjà pendant des mois, j'étais avec l'équipe de GE sur leur logiciel de perfusion qui était le début des logiciels de perfusion. Ça s'appelait SumTool 2 pour ceux qui se souviennent. Et donc ils bidouillaient, ils modifiaient le code au fur et à mesure pour pouvoir arriver à faire cette imagerie paramétrique. Passer du qualitatif au quantitatif, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours intéressé dans cette démarche de science en radiologie. Donc j'avais fait ça et après à Montréal, j'ai continué plutôt sur la quantification de la graisse intrahépatique en IRM. Donc j'ai changé de modalité et d'organes. Je suis resté dans la sphère digestive. Et j'ai fait un PhD derrière à Paris avec, on est toujours en lien avec Montréal parce qu'il y avait pas mal de matériel qu'on réutilisait des laboratoires. Et j'ai continué sur la quantification de la graisse intrahépatique avec du petit animal, avec des séries médicales, chirurgicales pour essayer de voir les impacts en vie réelle de cette stéatose, avec les questions sur la NASH, l'inflammation, enfin c'est et ton labo était dans le service, c'est un labo CNRS avec le professeur Van Beers et Villegrain à Beaujon en fait, à la PHP. Rattaché à Bichat. Et cette thèse, cette activité de recherche, c'était en parallèle de ton C'était pendant mon clinica, exactement. Ouais, tout à fait. Donc un post-internat, je crois que tu as fait 4 ans de... J'ai fait 4 ans de clinica à l'hôpital Beaujon avec cette activité de recherche. Et puis l'activité clinique de clinica à Beaujon et un clinica comme tous les clinicas, mais celui-là est un clinica bien actif. Donc là, j'ai appris beaucoup la radiologie, là, pour le coup, l'interventionnel. Et ton activité interventionnelle, que j'imagine tu t'es formé à Beaujon, c'était essentiellement digestif, d'endovasculaire. Oui, en fait à Beaujon, c'est toujours le cas, je pense. C'est du percutané et du vasculaire, c'est très très digestif. À l'époque, il y avait encore l'orthopédie, mais c'était des petits gestes. Par contre, en vasculaire digestif, c'est des endroits où il y a des choses compliquées, comme c'est des centres de transplantation. C'est comme les centres de transplantation rénale, ils deviennent très spécialisés. À Beaujon, on fait beaucoup d'interventionnels comme ça. Et puis aussi, il y a une jeune équipe de réanimateurs extrêmement motivés, à l'époque en tout cas. C'est toujours le cas, je pense. Et donc, on prenait beaucoup de patients très lourds de la tresse qui était pas loin et des cités autour aussi où ça peut être un peu violent. Donc, on a pas mal de polytro ou de plaies par arme blanche ou des choses. Donc, c'est un clinica dense et bien. On est sur le terrain. Mais par contre, c'est un endroit où s'il fait très bon d'être radiologue parce que c'est un hôpital. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai été à cet endroit-là. C'est un hôpital où le radiologue a une position très respectée par les cliniciens, centrale, très considérée. Et donc, par contre, ça nous oblige. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le monde les services sont très très forts, et donc il y a une espèce d'émulation. Mais on est très écouté, ça fait partie des endroits où, dans un staff de radiologie, dans un staff de chirurgie hépatique, si c'est le radiologue qui décrit les images et personne d'autre ne peut le faire, par exemple. Donc excellente formation. Excellente formation avec un rapport avec les cliniciens et avec le parcours du patient qui est très 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 fort. Et à ce stade, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout dans ta tête? Pas du tout. Donc j'imagine t'as coché pas mal de cases pour te garder la possibilité de faire une voie universitaire. J'imagine que la question s'est posée. Et finalement t'es parti dans l'ouest de la France, je crois, après ton clinica. T'as pas poursuivi de velléité universitaire finalement? Non, tout à fait. Il y a des moments où il faut essayer de choisir, de voir vers où on veut partir. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit que j'avais besoin de voir autre chose.
je cherchais un petit peu ce que je voulais faire. C'était la mère qui te manquait parce que j'ai vu que t'étais marrant. Alors oui, je pense qu'il y avait aussi cet effet-là. On est parisien avec 2 enfants en bas âge, on vit dans les petites surfaces, on se dit est-ce que vraiment, est-ce que le monde est plus beau ailleurs? Et c'est vrai que de mettre des enfants sur la plage et de les regarder jouer les week-ends, ça change un petit peu. Bon, c'est un classique. Ça joue aussi. Non, mais je pense que c'est une interrogation. Où est-ce que je suis bien en fait? Où est-ce que j'arrive à m'épanouir? Et cette activité universitaire, elle avait beaucoup de sens pour moi, mais je cherchais la manière de la transformer en quelque chose. Peut-être que ce parcours-là était pas pour moi. En tout cas, c'est ce qui m'est apparu à un moment. Et voilà. Par contre, je sais que il y a quand même des choses qui m'ont toujours animé pendant ce parcours-là, et qui se retrouvent un petit peu dans l'activité entrepreneuriale. C'est les organisations et faire des choses ensemble sur des projets à côté. À côté de cette activité médicale où on est en formation, on est un peu tout seul ou avec ses co-internes. Mais donc j'avais une association quand j'étais à la Pitié-Salpêtrière. J'étais président d'une association de voile où on louait un bateau pour faire la course croisière EDEC. Donc on a fait le safran d'Hippocrate à la Pitié-Salpêtrière. Voilà. J'étais président de l'APIR, donc je suis occupé de l'APIR pendant des années. Et du coup j'étais représentant des radiologues au syndicat des hôpitaux de Paris pendant l'internat. Donc assez actif dans les grandes grèves. Mais j'aime bien chef de meute, je sais pas, mais j'aime bien. C'était très sympa à la Pire. On avait, je me souviens, mon ami Étienne Pluot qui était avec moi, avec Aurélie Jalaguier qui était trésorière. On était. L'UNIR n'existait pas vraiment. C'était une coquille qu'on utilisait en cas de grève pour pouvoir fédérer tout le monde et avoir une voie radiologique nationale. Et puis on a réussi à réamorcer la pompe et à un moment et à réunir tout le monde lors des JFR. C'était plus quand c'était des grandes grèves de 2006 je crois, et après c'est devenu, du coup ça y est, c'est reparti, les gens voulaient s'en occuper à nouveau. Je crois que j'aime beaucoup les pages blanches où on allume une mèche et après les choses vivent leur vie et la pratique quotidienne de la radiologie, c'était pas suffisant, tu as besoin d'avoir des projets sur le côté. J'aime beaucoup la pratique quotidienne de la radiologie, mais c'est sûr que je cherche aussi des projets à long terme avec des gens. Donc c'est ça que j'ai trouvé en recherche. C'est ça que j'ai trouvé dans ces activités plutôt associatives. Et c'est ça que je retrouve à une autre échelle. Mais toujours pareil dans cette activité qui m'occupe maintenant. Ouais, absolument. J'ai besoin des deux, je pense. Ça marche. Et donc là, tu es dans l'ouest de la France. Tu as commencé par aller en Vendée, je pense, non? Rennes, peut-être? J'ai commencé par aller à Rennes, oui. Je suis parti de Paris. On s'est installé à Rennes. Alors, j'ai un tropisme breton assez clair, de par ma famille maternelle. On s'est installé. J'ai fait 1 an de privé à Saint-Grégoire, qui est une grande clinique avec un super groupe radiologique. Et je suis retourné au CHU chez Yves Gandon à Rennes. Ça tombait bien, ça ressemblait un peu à Beaujon. On fait de la transplantation hépatique, c'est un grand spécialiste du fer et donc de la graisse dans le foie. Je vais être content de te voir. Ouais, il m'a très bien accueilli, c'était super. C'est quelqu'un aussi assez formidable. Et l'équipe aussi, avec Jean-Yves Gauvry, qui était devenu le chef de pôle après et qui m'a très bien accueilli aussi. Et donc je suis parti dans l'Ouest comme ça. Après j'ai suivi ma femme qui est pas médecin et qui avait trouvé du boulot à Nantes, qui elle fait de la recherche en théorie des organisations. Et donc je l'ai suivi à Nantes. Et oui, parfois on suit tout simplement le conjoint. Exactement, tout à fait. C'était plus facile pour moi de trouver. C'était un moment un peu particulier où ma mère était très malade aussi, donc je suis revenu à Paris pour l'accompagner. Et du coup, je me suis retrouvé dans un moment un petit peu flottant comme ça. Et c'est à ce moment-là, alors je travaillais déjà la question depuis longtemps, mais c'est à ce moment-là que j'ai fondé Incepto. Alors attends, tu vas trop vite parce que l'IA, en fait, là on est au milieu des années 2010. À peu près, je pense. Oui, on est en 2015, absolument. Et l'IA, à ce moment-là, on commence à en parler un peu, j'imagine, mais il n'y a pas encore d'application concrète en médecine. Oui, alors mon premier contact avec l'IA, on commence à pas trop en parler en fait, mais ça va pas durer longtemps. Mais effectivement, c'est le tout début, c'est le signal faible.
En fait, il y a un moment où moi je cherchais donc toujours à faire des projets et j'avais dézoomé un peu de mes sujets très foie, pancréas, et donc je commençais à regarder, c'était le début de la médecine numérique. C'était les années 2000, comme ça, le milieu des années 2010. Donc il y avait l'explosion des MOOC, il y avait le IoT, Internet of Things, les objets connectés, il y avait les serious games, il y avait la télémédecine, donc la téléradiologie, il y avait toute cette médecine numérique qui était en train d'émerger. Et donc je regardais ça de près, c'était intéressant. Je faisais une veille un peu plus large. Et je cherchais qu'est-ce qui là-dedans avait un impact fort en radiologie, qu'est-ce qui était intéressant à saisir. Tu cherchais un peu une idée entrepreneuriale ou à ce stade ou... Je cherchais je cherchais des sujets, oui, des sujets peut-être entrepreneuriaux, en tout cas, des sujets de recherche avec des outils qui s'incarnent dans la pratique quotidienne. Je pense que j'avais envie de transformer ces sujets de recherche en des sujets d'innovation, c'est-à-dire des choses qui deviennent qui passent dans la pratique en fait, qui sortent du labo et qui passent à l'échelle. D'accord, donc t'étais un peu j'étais un peu en veille. Et alors l'IA, je suis tombé un jour, je sais très bien à l'heure, à quel endroit j'étais au Havre, dans une chambre d'hôte, il était 10h du soir, et je suis tombé voilà, il y a des moments comme ça dans la vie où on tombe c'était sur Internet, j'étais dans une phase de veille, je divaguais, et je suis tombé sur Yann Lequin, les chats, les chiens, les premiers algos de deep learning qui avaient mis tout le monde d'accord, et c'est le début de révolution dans le domaine de la vision par ordinateur, mais pas du tout en médecine à ce moment-là, très très peu en médecine. C'était des chats, des chiens, des choses comme ça. Et je tombe dessus et je me suis dit mais en fait ils décrivent exactement le problème qu'on a tous comme radiologues, c'est-à-dire de trouver des patterns dans l'image avec mes 20 scanners en libéral le matin, donc mes 20 000 images. Si tu trouves un chat, tu peux peut-être trouver un nodule pulmonaire, une fracture, et donc ils décrivent exactement un problème que j'ai avec un outil, donc c'est fascinant. Regardons ce qui se passe sur PubMed, en fait c'est habituel, et sur la planète des startups aussi, qu'est-ce qu'il y a. Et il y avait 2 startups qui se battaient en duel, une dans la Silicon Valley et une à Montréal d'ailleurs. Voilà, Enlytic dans la Silicon Valley et Imagia à Montréal. Imagia a été racheté, n'existe plus, Enlytic existe toujours, mais il y en avait que 2, et les papiers, il y avait 5 papiers dans PubMed depuis des années en fait. C'était voilà. Donc il y a toujours un petit moment de vertige en disant mais je suis sûr que ça c'est super, et il y a rien. Évidemment, on croit qu'on est le seul à le penser, et la réalité vous rattrape derrière. Et en fait, 6 mois après ou 1 an après, c'était le buzz. Mais en tout cas, moi, c'est le moment où je suis tombé dessus et je me suis dit, voilà, ça me passionne. C'est de la vision par ordinateur, c'est un outil nouveau, mathématique, qui a un impact potentiellement très très large sur notre pratique, sur la santé des gens. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais j'ai mis beaucoup de temps entre ce moment-là et le moment où j'ai réussi à mettre les mains dedans, avoir une équipe, etc. Comment t'as franchi le mur du son? Ça m'a pris pas mal de temps. D'abord, j'ai essayé de mobiliser les gens que j'avais autour de moi. Donc j'ai essayé de trouver des chercheurs, par exemple. J'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai dit alors qui en recherche dans les laboratoires de médecine fait du deep learning en 2015? Alors là, personne, très peu. Il y avait plein de choses qui étaient faites, mais vraiment le deep à ce moment-là avec des calculateurs, etc. Parce que toi, t'étais pas formé pour le faire tout seul. Non. J'imagine, tu cherchais quelqu'un qui savait faire, et toi t'allais déjà. Moi j'étais pas le geek qui avait acheté ma console dans mon garage et qui codait avec mes données que j'avais chopées à droite à gauche. Donc, il me fallait des amis. Mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'une constante dans l'entreprise. Ça dépend des entreprises, mais souvent il faut emmener des gens avec soi et qu'on regarde dans la même direction et qu'on ait envie d'y aller. Et donc là j'ai cherché. Je m'étais fait un ami à Rennes qui était un chercheur en informatique, qui est toujours un très bon ami, qui s'appelle Benoît Baudry, chercheur en génie logiciel, qui m'avait dit va voir, parce que à Rennes il y a l'INRIA. L'INRIA, elle est notamment historiquement à Rennes, parce que c'était Télécom avant, et il m'a dit va voir ce labo, il y a un labo qui fait du deep learning, va les voir de ma part. Et donc j'ai débarqué dans ce labo, et eux ils faisaient de la reconnaissance de bâtiments, d'usines, donc rien à voir. Et donc je me souviens, je les ai invités au CHU, et avec mes 4 chercheurs spécialistes en bâtiment en deep learning de l'INRIA, j'ai expliqué comment marchait le service de radio, le flux, les images, etc.
Ils étaient sympas, ils étaient intéressés. Bon, ça s'est arrêté là. J'ai pas réussi à les emmener plus que ça, à détourner le laboratoire INRIA. C'était les premières tentatives. Exactement. Après, je suis allé voir la SFR à ce moment-là, justement, puisqu'on est là aujourd'hui. Je suis allé voir Marc Zins et Jean-François Médère à l'époque, qui m'ont gentiment reçu. Et je leur ai dit, voilà, moi je suis passionné par ce sujet. Je lis tout ce qui se passe. C'est un sujet qui est super intéressant, qui va exploser. Ça serait bien qu'à la SFR, on ait une réflexion là-dessus. Là, il y a quasiment que les Américains. Le RSNA commençait à s'agiter, mais un petit peu. Et ils m'ont dit, Gaspard, pas de problème, carte blanche, vas-y, fais un groupe de travail. Et on s'est lancé comme ça. Donc ça, c'était une manière d'en parler entre radiologues, mais c'était pas une manière de faire. Non. Et donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que si je voulais avoir un véhicule qui avance vite, et j'avais envie d'y aller, et ben, j'arrivais pas à trouver de labo de recherche dessus. Les institutions sont pas forcément là pour faire, sont plutôt là pour sont là pour faire certaines choses, mais pas pour faire effectivement de la recherche. Et donc il m'est apparu qu'il fallait que j'essayais d'avoir ce véhicule entrepreneurial, cette manière de faire. Et là j'ai cherché des gens à convaincre. J'ai réussi à convaincre une personne qui s'appelle Vincent Barrault, qui est un ami, un radiologue du Centre cardiologique du Nord, qui lui est devenu complètement mordu l'IA avec moi. Donc tous les deux on lisait tout ce qui sortait, on allait voir toutes les conférences et on en parlait tout le temps. Donc au moins j'étais plus tout seul, j'étais avec un ami, un miroir, et puis de fil en aiguille, c'est lui qui m'a présenté d'ailleurs mon premier associé, Antoine Jomier, un soir à Paris. J'étais à Nantes, il me dit viens, on va dîner avec quelqu'un, faut que je te le présente, ça peut t'intéresser. C'était Antoine qui voulait partir de General Electric et qui avait envie de monter une boîte et qui se demandait sur quel sujet il allait travailler. Ce sujet-là l'intéressait. Et voilà, de fil en aiguille, avec Antoine, on a cherché quelqu'un de plus technique. Il y en a qu'on a trouvé Florence, notre deuxième associée, Florence Moreau. Et puis on a commencé à rencontrer des gens, à avancer. On a monté une conférence au Collège de France avec le docteur Bess, qui était au Centre cardiologique du Nord. Et alors, quelle était votre idée de base en créant Incepto ? Est-ce que vous aviez c'était quoi votre objectif au départ ? C'était lancer des produits d'IA déjà ou Oui, alors notre objectif c'était de faire arriver ces outils. En fait, c'était de faire en sorte que ces outils d'IA soient utilisés par les radiologues, parce que déjà c'était pas le cas, très peu. Donc c'était tout de suite de se dire, il faut qu'on arrive on a envie d'en faire nous-mêmes, donc d'en développer. Donc on va on va monter un laboratoire de recherche et développement pour vivre cette aventure de production Et tu avais des idées précises de produits en quelque sorte Alors on était en veille en permanence, c'est-à-dire qu'on voulait produire. Et on voyait aussi toutes les startups qui commençaient à émerger, et donc on discutait avec elles, et on voyait des gens qui étaient très forts sur des verticales cliniques, on peut dire, qui travaillaient depuis très longtemps. Et on s'est dit tout de suite, mais on va pas réinventer des choses que les gens font très bien, et ça fait, par exemple, la société Screenpoint qui fait Transpara, et ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur la détection du cancer du sein, avec des cohortes de patients, de patientes en Hollande, et absolument incroyable. Et donc ils ont une expertise géniale. On va pas réinventer quelque chose qui est très bien là. Et donc on va plutôt agréger, faire en sorte, agréger, en tout cas trouver les solutions qui sont les plus pertinentes et les mettre dans les mains des radiologues français qu'on a autour de nous. Donc ça, et de c'était regarder. Vraiment votre objectif de départ. Dès le départ, c'était de faire en sorte qu'on apprenne vite, parce que ça, pour une start-up, elle a besoin d'apprendre vite, et donc qu'on soit vite sur le terrain. Et qu'on regarde, parce qu'on était persuadé que ces solutions, elles avaient un impact très fort sur la prise en charge. Encore fallait-il qu'elles soient dans les mains des médecins pour qu'on apprenne, parce que comme c'est très nouveau, oui, on peut avoir une intuition de ça va être génial, ça va avoir un impact très fort, mais il va falloir creuser dans le détail, ça va faire bouger les lignes, ça peut aussi être dangereux parfois, évidemment. Donc il faut apprendre, il faut savoir, il faut faire. Et donc dès le départ, je pense que l'ADN entre nous, c'était de dire on veut
pas faire un truc dans notre coin. On veut faire quelque chose avec les autres. On veut agréger les forces autour de nous. On veut créer une communauté, créer une plateforme. On veut mettre ensemble les startups et qui souvent, parfois, n'ont pas vraiment accès au terrain. Donc les aider à avoir accès au terrain, aux cliniciens qui donnent des feedbacks. On veut animer cette aventure-là et cet écosystème. Et en pratique, comment ça s'articule? Parce que vous aviez besoin d'avoir des partenariats avec des services hospitaliers, privés, publics, je sais pas, mais comment ça s'est passé en fait ces partenariats? Alors souvent, c'est vrai qu'au début des entreprises, enfin en tout cas de celle-là, et c'est souvent le cas, on est dans quelque chose de très concret et de très opportuniste. Qui on connaît, avec qui on s'entend bien, avec qui on sait travailler, et donc on a commencé à tisser comme ça des liens avec des gens qui nous ont fait confiance au début, ce qu'on appelle quelquefois les early adopters. Et donc par exemple, on a assez vite tissé un partenariat étroit avec l'hôpital Marine-Lannelongue. Parce que on a un personnage important chez Incepto qui est Jean-Michel Malbranc, qui était ancien directeur Europe de General Electric, qui est devenu chef de service de Marine-Lannelongue à un moment, et finalement on a commencé à discuter avec les radiologues, donc à Saint-Joseph aussi, avec Marc Zinf beaucoup, et puis avec Marine-Lannelongue avec les chirurgiens vasculaires. Et puis on a comme ça commencé à développer une solution en imagerie, en segmentation automatique de l'aorte. Et donc du coup on a commencé aussi à travailler avec Archid, que vous avez eu il y a pas très longtemps ici. Voilà, parce que c'est des gens qu'on connaît, moi. C'est des gens et avec qui nous ont fait confiance. On dit on va faire ça. Pareil avec Rennes. J'étais un ancien PH à Rennes, donc je suis allé voir les gens de Rennes. J'ai dit est-ce que vous voulez qu'on fasse des choses ensemble? Ils ont dit oui. Allons-y. Et donc là on est parti sur un projet de faire un algorithme en IRM prostatique. Et donc on a commencé à travailler avec Luc Bezit, qui est un PH référent en urologie à Rennes, avec Romain Mathieu, qui est l'urologue de Rennes. Voilà, on a tissé comme ça. C'était le réseau. C'est comme ça qu'on fait en général. Je pense qu'on fait d'abord avec les gens qui nous font confiance. On est parti avec un groupe suisse qui s'appelle 3R, qu'Antoine connaissait très bien, qui nous ont dit travaillant sur l'IRM musculo-squelettique. Donc on a commencé à bâtir un algorithme sur l'IRM de genou. Ça c'est pour les productions internes. Et puis en parallèle, on est rentré en contact, on était au RSNA, on était là où on peut rencontrer les startups, on a commencé à travailler avec par exemple Aidance, qui est une société hollandaise. Les Hollandais sont très forts, il y a pas mal de sociétés qui font un produit de nodule pulmonaire qui s'appelle Vylung Nodule, qui est un des premiers vraiment produits très validés, très efficaces en cas de pulmonaire. Et donc très vite, ils nous ont fait confiance. Et par exemple, moi je suis dans mon internat, je connaissais bien Marie-Pierre Revel, parce que je suis passé à l'HEGP, c'était ma PH, elle m'a appris à l'époque, elle m'a appris l'imagerie thoracique avec Bronner après à Avicenne. Et donc de fil en aiguille, à un moment on a fait l'étude cascade que Marie-Pierre Revel a montée de dépistage de cancer du poumon chez la femme. Elle a choisi de le faire avec Vylung Nodule qu'on lui amenait parce qu'on s'est travaillé ensemble, parce qu'on parle ensemble, parce qu'on a envie de vivre ces aventures. Et voilà, donc c'est un petit peu comme ça, je pense, par lien, par confiance. Et puis au fur et à mesure, après, on essaye de passer à l'échelle, de généraliser, mais en tout cas au début c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc quand vous faites des projets de recherche comme ça avec des partenaires qui sont des services hospitaliers, j'imagine que d'habitude on fait des publications scientifiques, mais dans le contexte d'entreprise, on peut pas forcément publier. On a envie de protéger un petit peu le contenu de ce qui a été fait. Comment vous jouez avec cette idée de propriété intellectuelle? Alors c'est une très bonne question. Je pense que de toute façon, on doit publier. C'est vraiment très très important pour les laboratoires privés comme publics. C'est vraiment la manière de montrer que ça marche, de se soumettre au peer review. C'est la moins mauvaise des manières d'approcher la connaissance. Moi, je suis vraiment
Je crois beaucoup à cette force de la science et de cette méthodologie-là. Et donc, on publie bien sûr les résultats sur des études cliniques. Après, dans ta question, il y a deux choses. On publie, on crée des outils, et ces outils, ils arrivent à faire des choses et on publie les résultats de ces outils. Après, est-ce qu'il faut publier comme c'est du numérique, est-ce qu'il faut publier la totalité de l'outil, c'est-à-dire le code, de donner l'outil finalement en open source presque, parce que ça c'est pas quelque chose qui est demandé dans les articles quand vous faites un radiologie AI sur un détecteur de telle pathologie, on vous demande pas de donner votre code, parce que par contre quand vous devez publier dans une grande conférence de vision par ordinateur comme I3E ou des choses comme ça, il y a des choses sur lesquelles il faut donner votre code pour qu'on puisse refaire l'expérience, sinon et donc là c'est là où on se pose des questions. Bon, est-ce qu'on y va ou pas à cette conférence? Est-ce qu'il faut donner tout le code? Est-ce qu'il faut donner une partie seulement? Comment on fait pour exister et participer? Et je pense qu'il y a toujours une tension comme ça, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir cette problématique. Non, tout le monde a cette problématique. Ce qui est assez marrant, c'est que les très gros ont cette problématique aussi. Et il y a vraiment, j'ai l'impression en ce moment, et moi ça me plaît bien, le domaine de l'open source qui commence à marcher très bien, à gagner presque, en tout cas sur les larges langages modèles, on commence à le voir avec le laboratoire de Meta, Llama 2 et les modèles même de Mixtral. Voilà, donc il y a toujours cette tension aussi entre l'open source et le code propriétaire. Mais notre sujet, nous, il est très médical. Donc il faut surtout qu'on prouve que ça a un impact, que c'est pas dangereux, que l'homme fait mieux avec cet outil que sans. Et ça, c'est la boussole. D'accord, ça marche. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les moments charnières d'Incepto depuis sa création en quelques étapes importantes? Oui, alors ça fait 6 ans. Là, on a fêté l'anniversaire hier soir, avec une semaine de décalage. Il y en a eu pas mal. Au début, je pense que le moment de la rencontre de mes deux associés, Florence et Antoine, est un moment charnière. C'est le moment où on se rencontre et on se dit, ok, voilà l'aventure dans laquelle on veut partir. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on peut en parler, s'aligner, comme on dit? Est-ce que partager et créer la confiance? Ça, c'est un moment très important. Des débuts d'une société, les premiers employés, les premières personnes à qui on commence, les premières levées de fonds, ça c'est important, les débuts d'Incepto à Station F, les premiers endroits où on peut avoir un endroit, donc par exemple à Paris, il y a cet endroit qui nous a accueillis au début, qui a accueilli beaucoup de startups dans la tech, qui est un bon endroit. Un moment important, c'était aussi au début, on n'avait pas de gens très forts en deep learning parce que c'était dur à trouver en fait. Les gens sortaient pas d'école, c'était le début, et donc on a réussi à convaincre un super chercheur en deep learning et en imagerie qui s'appelle Roberto Radon, qui était chez Philips et qui est un passionné de mathématiques et d'imagerie médicale et qui nous a dit ok, je viens avec vous. Donc c'était un peu notre quatrième pilier. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, il y a plein de jeunes chercheurs en mathématiques et des ingénieurs qui ont eu beaucoup plus envie de nous rejoindre parce qu'ils avaient comme nous en médecine, ils avaient un papa, un mentor, etc. Donc ça, c'est un moment c'est un moment important. Le moment où on fait le choix de la plateforme qui vient très vite et on se dit on va embarquer les premières solutions. Donc la première fois où on embarque les solutions de Cure ou de Glimmer ou de Vailung, de Aidance. La première fois qu'on fait ça et qu'on va aussi dans les pays rencontrer ces partenaires-là. Et le premier site où on installe aussi. Le premier site si on installe, c'est chez Étienne Pluot et Stéphane Binf. Étienne qui est un ami proche et qui dit moi venez, on installe à Soissons dans leur groupe privé et c'est les tout premiers. C'est un moment important. Ou le moment où on commence à travailler avec Raphaël Guillain sur l'imagerie musculo-squelettique sur le genou à Rennes et on fait les premiers essais d'algorithmes. Je pense que le premier marquage réglementaire, c'est très très important pour une start-up comme ça, parce qu'on est très régulé. Et ça, le premier marquage, je ne dis pas de bêtises, je pense que c'était en 2021. Donc en fait c'est hyper récent. C'est très récent, ça met longtemps en fait. Le premier papier de rang A qu'on fait sur notre solution, en aorte par exemple, 2022 il me semble. Ça c'est important aussi, c'est des jalons. La première fois qu'on a un stand au RSNA,
Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour une start-up française, européenne, un stand au RSNA avec des gens qui débarquent et voilà, on existe, on est tout petit au début et puis on essaye de faire du bruit et puis voilà, on avance. Il y a une année assez charnière aussi au JFR en 2021 où on était bien identifiés tout à coup. En fait, la communauté radiologique française nous a beaucoup aidés, tout le monde venait nous voir, on était très sollicités, il y avait une très très bonne ambiance. Je pense qu'il y avait aussi, on a senti que l'ADN, la manière dont on essaye de faire la boîte et l'esprit qu'il y a entre les gens dans cette entreprise correspond aussi à quelque chose qui est agréable et qui est pertinent, ou je sais pas comment le dire bien, mais il y a des valeurs qui résonnent bien avec les valeurs des radiologues et des cliniciens. Il y a des valeurs de confiance, de transparence, d'intégrité qui sont bien et voilà, il y a quelque chose qui s'est bien passé là en tout cas. Et toi, en tant que directeur médical, alors qu'est-ce que tu fais au quotidien pour la boîte? Alors moi, en tant que directeur médical, qu'est-ce que je fais au quotidien? Je pense que évidemment c'est très transversal, mais vraiment au fond, mon boulot, c'est de faire en sorte de ramener dans toutes les tâches qu'on fait, de ramener toujours la voix du patient, du médecin, du terrain, hein, et d'être très ancré, de jamais comme ça se déconnecter quelquefois de à quoi ça sert, dans quel contexte on l'utilise. Ça a l'air très pragmatique comme ça, mais en fait ça nécessite d'être répété et remis, mais décliné de plein de manières. Après ça peut être donc créer un outil et imaginer les problématiques médicales sous-jacentes et commencer à trouver de la donnée, à la noter, à imaginer des designs d'études, des designs de produits, une démarche plutôt comme ça de dessin et d'utilisation. Ça va aller aussi avec qui on va travailler, c'est qui les grands leaders d'opinion et qui sont très intéressants et qui vont moi m'ouvrir les yeux sur certains sujets, m'entourer, parce que moi je suis un radiologue digestif avec des sujets tout d'un coup que je connais pas en fait, hein, et donc ça va être beaucoup ça, la stratégie médicale. Et comment tu vois du coup sur le plan stratégique la suite? En fait, l'IA, pour toi, c'est une succession de produits qui va aider le radiologue au quotidien. Enfin, est-ce que tu penses continuer sur ce modèle que vous avez mis en place, ou est-ce qu'on va automatiser plus de A à Z la lecture d'examen? Non, alors tu as raison, ça c'est un super sujet. C'est des choses qui sont très très excitantes. Moi, je pense que on a passé une espèce d'enfance. Ces outils font des choses qui sont très utiles, qui déterminent des patterns dans l'image. Mais donc c'est super. Et quelquefois, ça le fait et ça nous aide bien à le faire. Et puis il y a plein de branches dans lesquelles ça peut aller. Est-ce que ça va aller vers des biomarqueurs, de radiomiques complexes, des choses qu'on voit pas nous-mêmes mais qui seront corrélées à du pronostic, de la thérapeutique, peut-être. Et il y a un autre chemin qui est, est-ce qu'on intègre ces outils dans le parcours du patient, et qu'on comprend bien quel est le parcours du patient, et dans lequel il y a plein d'informations qui sont des informations radiologiques un peu pures comme ça, mais évidemment toutes ces informations cliniques que nous on synthétise en permanence comme radiologue pour proposer des conduites à tenir, et donc faire la synthèse entre ces informations cliniques, biologiques et imagerie. Et là je pense qu'il y a des choses qui vont se passer, et que notamment avec l'arrivée des IA génératives et de cette capacité à traiter le texte, qui est un autre signal, qui est le grand signal à part l'image qu'on a pour faire véhiculer cette connaissance, et vous travaillez sur ces aspects-là, on va aller bien sûr. Mais sans produit pour le moment? Non, pour l'instant c'est du travail exactement de R&D, mais insérer ces solutions-là dans un parcours patient en comprenant bien quel est ce parcours et essayer de l'améliorer, notamment en cancérologie ou en maladie vasculaire, pour arriver à des échelles d'amélioration de prise en charge, si possible assez large. Donc le radiologue augmenté au final, c'est un peu ça. Augmenté. Pas tellement remplacé, on est d'accord? Jamais remplacé, absolument. Ok. Donc aujourd'hui, t'es PH aussi en radiologie interventionnelle au Havre. On n'en a pas trop parlé, mais est-ce que c'est important pour toi de garder un pied dans ta pratique, dans une pratique clinique concrète, pour rester un peu au courant
des choses, de ce qui se passe. Enfin, ça fait partie de ton équilibre. Oui, absolument. Tu as raison, Alice. C'est très important pour moi depuis le début. En fait, moi, j'aime beaucoup la radiologie. J'aime beaucoup faire de la radiologie, voir des patients. Et donc, c'était très important de rester ancré. Déjà parce que j'avais pas envie d'arrêter, et parce que évidemment, ça nourrit. L'un nourrit l'autre. Et donc, depuis le début, j'ai gardé une activité mixte comme ça. Ça m'a aidé d'ailleurs beaucoup, parce qu'au début de l'histoire d'Incepto, j'ai aussi on m'a confié la mission de monter un service de radiologie interventionnelle à La Roche-sur-Yon, et donc il y avait un petit peu une page blanche, des choses à faire, et cette activité entrepreneuriale et ce que je pouvais y apprendre, ça m'a aidé aussi à m'intéresser à l'organisation hospitalière et comment on fait pour organiser des services et des choses comme ça. Et puis je continue, et je pense que je vais essayer de continuer le plus possible. En ce moment, Incepto prend un peu plus de temps. Peut-être qu'un jour C'est quoi? C'est 80% de ton temps, tu vois? Ça dépend, mais pendant très longtemps c'était 40-60. En ce moment, Incepto prend un peu plus de temps. Ça marche. Et alors, c'est quoi tes rêves pour l'avenir? Mes rêves pour l'avenir, moi j'aime beaucoup ce que je fais. Ce que j'aimerais, c'est que on va continuer dans ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à avoir un impact vraiment fort sur la prise en charge des gens. Ce que je trouve assez fascinant dans ces outils-là, c'est que ils nous permettent de pas forcément, quelquefois il y a comment vous l'exprimer? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à améliorer globalement la prise en charge des gens. Et donc, on sait bien que, en fait, c'est dur de dépister des cancers, de faire bien des urgences. Et en fait, si on arrive à mieux traiter, faire des choses qu'on sait déjà faire, mais le faire à un très bon niveau sur tout le territoire, avec beaucoup moins d'hétérogénéité, avec plus de qualité, et qu'on arrive à passer à ces échelles-là, et qu'on arrive à notre petit niveau à participer à ça, et qu'on arrive à le documenter aussi, à montrer que on est capable de faire de l'épidémiologie et de voir c'est quoi améliorer le circuit patient. Ouais, améliorer au-delà de la radiologie. Au-delà de la radiologie, ouais. Par exemple, vous allez sortir de l'imagerie pure. Non, mais c'est pas au-delà de la radiologie, c'est de la médecine. En fait, moi, pour les radiologues, c'est des médecins, ils s'insèrent. Là, le dépistage du cancer du poumon, c'est absolument majeur. C'est une révolution dans notre histoire de la médecine. Si on peut participer à ça et montrer que ces outils-là permettent que ça devienne concret, et que donc on a une survie qui va augmenter chez cette population-là. Cancer de prostate, pareil. Cancer du sein, le dépistage est déjà en place, mais il y a 50% des femmes qui font pas leur mammographie, avec une lecture qui est pas toujours facile, pas forcément homogène sur le territoire. Si on arrive à augmenter tout ça, faire mieux de la santé. Pas forcément faire des choses incroyables qu'on n'a jamais vues, des maladies, des médicaments qui n'existent pas, mais des choses du quotidien. Améliorer l'existant. Ce qui tourne pas très bien, le rendre bien. Ouais, mais je pense que ça a beaucoup de sens, parce que c'est aussi de ça dont on a besoin. Et les urgences aussi, les urgences aussi, bien sûr. Les urgences, de plus en plus, un sujet tendu, avec donc là voilà. Évidemment, les fractures, c'est un grand sujet, mais l'embolie pulmonaire, le stroke, demain, les urgences abdominales, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et évidemment, si on pouvait refaire et aller vers ce qui pour l'instant est un peu un parent pauvre, mais qui va pas le rester, de l'IA, qui est la pathologie abdominale et digestive, qui est une pathologie passionnante, vous l'avez compris, et je serais très content aussi, mais je pense qu'on aura ces sujets aussi à l'avenir. Génial, merci beaucoup. Quelques questions courtes pour finir. Alors, une rencontre déterminante dans ta carrière? Alors, il y en a eu plusieurs. Je pense que la rencontre avec Valérie Villegrain a été une rencontre importante. Chef de service, pardon. Professeur Villegrain, Valérie, chef de service de l'hôpital Beaujon, qui m'a fait confiance, qui m'a proposé de venir chez elle, et qui m'a aussi proposé de partir notamment à Montréal. Et à Montréal, une rencontre très importante pour moi, c'est un médecin qui s'appelle Anne Tang, qui est un médecin
passionnants, passionnés, avec qui on a commencé à faire de la recherche et où j'ai découvert ce plaisir aussi de penser à plusieurs, de penser différemment, et ces cerveaux en commun, et qui fait qu'on pense des choses nouvelles et qu'on arrive à parfois inventer des choses qui améliorent un petit peu les soins. En tout cas, cette manière de vouloir toujours ne pas rester dans sa zone de confort, inventer des choses. Et ça, c'était une rencontre très importante. Un souvenir particulièrement marquant à nous raconter? Alors, un souvenir marquant, si je reprends votre thème de l'entrepreneuriat, c'est un souvenir bien avant Incepto, mais qui a beaucoup de rapports. C'est un dîner en famille, et où mon frère aîné, justement, l'entrepreneur, je lui dis que voilà, je sors de mon PhD, je sais pas si je veux faire de l'académique, si je veux aller en privé, je me pose des questions de ce que je vais faire, et il me dit, mais avec ce que tu sais faire, Gaspard, tu peux faire, en tout cas tu peux monter une entreprise, ou tu peux travailler avec plein d'autres gens, en fait, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de travailler avec toi, tu as une connaissance qui a beaucoup de valeur, et tu sauras en faire quelque chose. Et d'une certaine manière, c'est son point de vue extérieur. C'est son point de vue extérieur, et c'est ce côté où tout d'un coup on vous dit, mais vous pouvez tout faire, en fait, et on a confiance en vous, et si vous voulez, vous pouvez monter une entreprise, par exemple. En tout cas, on se sent autorisé. C'était un peu libéré. Et oui, je pense que ça m'a motivé. En tout cas, ça m'a donné un peu des ailes, comme souvent quand on vous dit, les gens qui vous sont chers et qui vous disent, mais oui, vous pouvez le faire, évidemment. Génial, j'adore cette histoire. Et si tu pouvais revenir dans le temps, alors quel conseil tu donnerais aujourd'hui au jeune Gaspard, ou tu changerais rien? Peut-être, je dirais, déjà je ne changerais pas grand-chose. Je dirais que ce genre d'aventure, c'est très très prenant, et aussi physiquement. Et donc il faut prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose qui est un peu connu, mais qui veut voyager loin ménage sa monture. Exactement. Les médecins prennent pas toujours très soin d'eux, les entrepreneurs non plus. Donc prendre soin de soi. Et puis qu'une grande partie de l'intérêt réside dans l'aventure collective. Vraiment. Les gens avec qui on fait ça, et au sens proche et au sens large. Et donc c'est beaucoup à ça, je pense, qu'il faut réfléchir quand on se lance là-dedans. Super. Et un conseil général pour un jeune interne de radio qui aurait envie, comme toi, de se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je pense que c'est de se lancer tôt, en plus, parce que c'est bien, parce que souvent on échoue, et que c'est bien d'échouer tôt pour recommencer. Ça fait un classique de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai. De s'autoriser à tenter. De s'autoriser à tenter, et de partir avec d'autres gens. Voilà, d'aller chercher en fait des gens différents aussi. C'est intéressant de faire l'entrepreneuriat avec des gens qui font pas médecine, parce qu'on a beaucoup à apporter et ils ont beaucoup à nous apporter. Et donc de mélanger ses talents, d'arriver à mettre quelquefois ses certitudes un peu de côté, pour de garder toujours ses convictions, mais de se laisser ouvrir à d'autres manières de penser. Et en faisant ça, le jeu en vaut de la chandelle si on ne cherche pas trop la sécurité. Super. Écoute, Gaspard Dassigny, merci beaucoup pour ton temps. Franchement, c'était passionnant. J'espère que cet épisode aura beaucoup plu à nos auditeurs, et notamment aux jeunes qui auraient envie de se lancer dans ce genre d'aventure. Et on vous donne rendez-vous cet automne pour une deuxième saison de Trajectoire au Rayon X. Merci beaucoup pour votre écoute, et à bientôt. Merci Alice. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.